Bien, donc je dis quelques mots à propos de l'angoisse du savant à partir de, du paragraphe depuis la page 23 du, du texte de la troisième publié chez Navarin Éditeur, et puis en m'excusant de ne pas avoir été là la dernière fois alors que j'avais prévu de faire cet exposé l'autre fois déjà, suite au norovirus, Norovirus, que je ne connaissais pas et que j'ai attrapé dans une huître, dans des huîtres. Alors, je ne savais pas que c'était ça. Ça fait 4 jours d'incubation. Donc, je vous signale les huîtres de Noirmoutier, qui étaient par ailleurs délicieuses. Comme c'était un jury d'HDR Paris 8, c'est après coup que j'ai compris que tous les gens étaient tombés malades. En tout cas, tous les psychanalystes du jury, les non-psychanalystes ne sont pas tombés malades. Alors, peut-être pour interpréter la chose est assez énigmatique. Donc, ça m'a empêché de présenter l'angoisse du savant et puis parallèlement à la présentation de ce chapitre. Donc, l'angoisse du savant, c'est donc l'idée des notes de travail. Je ne représente pas une nouvelle fois le chapitre, mais c'est des notes spécifiques que j'ai élaborées selon notre méthode qu'on a adoptée euh, dans la conception du séminaire, de temps en temps une note. Bon, Freud considérait la science comme venant faire coupure par rapport à la religion. En tout cas, il mettait en opposition science et religion. La science en dessus de la religion, hein, c'est-à-dire la science venant tamponner la tendance à l'illusion propre à la religion. Il voyait la science comme permettant de se libérer de l'illusion générée par la religion. D'où le titre de son livre de 1927, L'avenir d'une illusion, qui faisait de la science un avenir par rapport aux illusions de la religion. La science allant vers la possibilité de se défaire des illusions de la religion. Euh, et pourrait-on dire, euh, bon, c'est vrai que je me suis demandé pourquoi il parlait de l'avenir d'une illusion. La- la- L'avenir d'une illusion. Parce qu'au fond, euh, est-ce que c'est vraiment la science qui est l'avenir de l'illusion de la religion? Enfin, ça veut dire qu'il avait quand même un rapport de croyance à la religion, à la science, au point de dire que la science fournissait, je cite, la preuve qu'elle n'est pas une illusion. Question, qu'en est-il aujourd'hui? Peut-on toujours le dire? Est-ce vraiment le cas? Freud n'était-il pas, bon, j'ai mis dans mon texte, trop optimiste? En tout cas, Freud ne se faisait-il pas des illusions lui-même, hein? Et en tout cas, l'optimisme, je l'emprunte à Jacques-Alain Miller, qui, au fond, dans le Triomphe de la religion, la quatrième de couverture, écrit Freud, vieil optimiste des Lumières, croyait que la religion n'était qu'une illusion que dissiperait dans l'avenir les progrès de l'esprit scientifique. Pourtant, ce que montre l'évolution actuelle de la science, c'est qu'elle n'échappe pas aux, j'ai mis nécessité de l'illusion, en tout cas au piège de l'illusion, qu'elle n'échappe pas à l'illusion. Elle ne dépasse pas l'illusion. La science ne dissipe ni la religion, ni l'illusion, pourrait-on dire. En tout cas, je soumets à la discussion. Elle en a même besoin, pas seulement besoin, mais certaines tendances de la science
participe même à générer ces illusions. Bon, il y a une sorte de croyance en la science qui est un piège, probablement dans laquelle la science tombe. Voilà, donc ça, c'est votre thèse. C'est ma thèse, oui. Euh, enfin, après, bon, bref, on en discutera. Pourquoi? Euh, alors, c'est ça ma thèse. Enfin, c'est celle de Lacan. Parce que la science angoisse. Hein, c'est-à-dire que on peut dire la religion était là. Bon, je le redirai peut-être après dans le texte, mais c'est peut-être bien si je fais des périphrases dans ce que j'ai préparé. La religion est là pour lutter contre l'angoisse. C'est, dit Freud dans Avenir de l'illusion, une névrose prête à porter, une névrose pour tous, là, universelle, une névrose universelle qu'on peut endosser. Et qu'au fond, il y avait l'idée que la religion allait calmer l'angoisse. Et au fond, là, on a une situation où, en fait, dans son processus, bon, Freud met la religion sur la science, sur la religion, et au fond, euh, la science angoisse. Euh, bien sûr, le cas même de l'angoisse dans la science au XXe siècle, c'est Oppenheimer, sur lequel un film récent a magnifiquement de Christopher Nolan fait le portrait. Oppenheimer, moi je dirais le lieu de l'angoisse au XXe, c'est la physique. On pourrait faire tout un développement en disant le lieu de l'angoisse au XXIe siècle, c'est la biologie, les sciences du vivant à travers CRISPR-Cas9, les ciseaux génétiques qui permettent d'isoler des gènes, à travers toutes les possibilités des biotechnologies, en particulier les technologies de la procréation, où en fait, et il y a une époque où peut-être l'idée de la science, c'est qu'elle produisait un savoir, et puis que ce savoir était utilisable, pourquoi pas par la médecine, et qu'aujourd'hui, on a au contraire le fait que la science, au lieu de produire un savoir, produit du non-savoir, en particulier avec les technologies qu'elle développe, et qu'au fond, ces technologies qu'elle développe impliquent des questions au comité d'éthique où les gens viennent en disant, bon, CRISPR-Cas9, ciseaux génétiques, au fond, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va trop loin? Où est-ce qu'on en est? Et ils ont des questions au comité d'éthique qui deviennent des observatoires contemporains de l'angoisse générée par, en tout cas, les technologies issues des sciences. Donc un mouvement où la science allait vers le savoir et maintenant la science va vers des technologies qui débouchent sur l'évidence d'un non-savoir. C'est intéressant que vous parlez de biologie parce que ça me fait aussi penser au discours capitaliste par rapport à la bioéconomie, Oui. c'est-à-dire le discours capitaliste qui prend les découvertes de la biologie. Je ne sais pas si vous avez vu la série Black Mirror. Oui, bien sûr. On Voilà, a où il y a même, tous au les... comité d'éthique, on a fait une sortie euh, dans un lieu, haut lieu historique de couvent de la France, et puis enfin, de lieu Royaumont. Et puis chaque soir, on voyait un Black Mirror, qui était l'exercice même du comité d'éthique. Le comité d'éthique, observatoire de l'angoisse contemporaine générée par la science, observatoire de la perplexité, on pourrait dire aussi observatoire du réel. Ouais, Et c'était l'exercice qu'on faisait, voir Black Mirror. un peu angoissant. Oui, absolument, mais totalement pertinent et actuel. Ouais. Alors, bon, moi j'ai mis là, ça m'avait frappé l'exemple de John Hopfield, prix de physique 2024, donc en septembre 2024, où en fait, pour ses travaux à la base de ce qui a permis l'intelligence artificielle, et qui a lui-même, parallèlement à son prix en Nobel, mis en garde contre les récentes avancées, selon lui très inquiétantes, qui en découlent. Je cite ce qu'il dit et qui a été reporté dans un article du Monde du 9 octobre 2024, donc juste après le prix Nobel. Il dit des technologies qui ne sont
pas uniquement bonnes ou mauvaises, mais qui peuvent aller dans les deux sens. Ça, c'est très intéressant comme pertinence, c'est-à-dire qu'il y a une ambivalence, qu'au fond, il peut y avoir autant quelque chose du côté de la vie et de solution que quelque chose vers la destruction. L'ambivalence étant l'idée qu'il y a deux forces parallèles qui ne sont pas conflictuelles. Et comme il le précise, avec le risque de l'évolution incontrôlable vers une réaction en chaîne d'un nouveau type, associée à une causalité débridée. Ça, j'ai trouvé étonnant qu'ils prennent exactement la préoccupation qui était autour des expériences d'Oppenheimer et de la construction d'une bombe atomique, où ils se demandaient, je ne suis pas spécialiste de ce champ, mais ils se demandaient si ça n'allait pas déboucher sur des réactions en chaîne qui allaient complètement désorganiser l'équilibre physique du monde. Et là, lui, des années après, il a la même question. Est-ce qu'il n'y aurait pas une réaction en chaîne que provoque l'IA dans ses applications? Bref, avec la science, on ne sait plus vers quel monde on va. C'est une caractéristique. On pourrait faire un inventaire. Et des fois, je me dis, on devrait faire un inventaire de la perplexité contemporaine, un inventaire de l'angoisse contemporaine générée par les sciences, hein, un observatoire de l'angoisse, un observatoire des surgissements du réel. Et qu'au fond, jusqu'à atteindre parfois un point panique. J'aime bien cette notion point panique euh, euh, donnée par Lacan dans le séminaire 6, Le désir et son interprétation, page 108, le point panique, un point panique. Et pour se traiter, alors voilà, point panique, ok, au cœur de la science, prix Nobel de physique, l'idée qu'il va y avoir des réactions en chaîne d'un nouveau type débridé, eh bien, effectivement, le traitement du point panique peut convoquer à nouveau les illusions de la religion. Si Freud posait la science comme issue de la religion, est-ce que la science, par l'angoisse qu'elle déclenche, n'en viendrait pas à convoquer elle-même à son tour la religion pour donner du sens à ce qui n'en a plus, pour donner du sens au réel? Ce qu'avance Lacan dans le Triomphe de la religion en 75. Donc nous, on est l'observatoire des années 74-75 ici. Je cite, le réel, pour peu que la science y mette du sien, va s'étendre. Vous voyez, tout magnifique énoncé. Et la religion aura là encore beaucoup plus de raisons encore d'apaiser les cœurs. Donc, monter de la science implique monter de la science et de la religion et des illusions. Vous avez vu que je fais de lapsus tout le temps, où je passe de la religion à la science. Je regarde Violaine qui m'indique quand je l'ai fait, mais enfin, je ne peux pas m'empêcher parce qu'en fait, c'est au cœur de l'exposé. La religion a encore beaucoup plus de raisons d'apaiser les cœurs. Donc, finalement, les avancées de la science fait progresser la religion. Le réel s'étendrait du fait des avancées de la science. En tout cas, c'est ce qu'il s'agit de discuter. Le réel, plutôt que d'être résorbé conformément au projet de la science, hein, résorbé dans cette pratique symbolique qu'est la science, avec des petites formules, avec des lettres, avec des choses que traiter, serait lui-même produit par la science. Alors là, je pense qu'il y a toute une discussion à avoir que j'avais envie de mettre, que j'avais mis tout un bout, mais ça faisait perdre le fil de l'exposé, sur rapport, est-ce que je parle de la science et des avancées de la science ou des technologies issues de la science? C'est un peu la question, enfin, parce que pour le moment, c'est plutôt les technologies, voilà, qui affolent, avec pour conséquence une montée de l'angoisse. Tel serait le paradoxe de la science.
Si la science peut être vue comme une pratique symbolique qui vise à traiter le réel, il faut reconnaître que la science produit elle-même le réel toujours plus loin, sans cesse, à l'infini. Pourquoi? On pourrait dire tout simplement du fait du défaut structural propre au symbolique. C'est pas spécifique à la science, c'est spécifique à toute pratique symbolique pour traiter le réel. Un défaut structural qu'on retrouverait de même dans la science elle-même, si du moins on la considère comme une pratique symbolique. Ça nécessite tout ça, une discussion. Quand on écrit un texte pour faire un exposé, on dit des trucs et puis moi-même, quand je les écris, je me dis, ah oui, bon c'est que la science ne peut pas traiter tout le réel. Il y a toujours un reste, un reste toujours là, le réel proprement dit. On est dans une sorte de spirale infinie. Ce qu'on pensait résoudre, traiter, amène à nouveau au réel. On pense traiter le réel, on produit le réel. Et l'angoisse résulte de ce réel qui fait retour. Et comme le dit Lacan dans le séminaire 11, qui revient toujours à la même place. C'est quasiment angoissant de se dire qu'il revient toujours à la même place, même si on pensait l'avoir déplacé. L'angoisse résulte donc d'une butée rencontrée au cœur même de la démarche de la science. Point panique, hein, butée, angoisse. J'ai repris quelque chose qui m'est cher, que je dis souvent, que je reprends, d'une butée logique. D'une butée logique, c'est-à-dire propre au logos, qui est trop fragile, qui est insuffisant, qui est, voilà, d'une butée logique de ce qui, du symbolique, s'énonce comme impossible, dit Lacan dans l'envers de la psychanalyse. Pour Lacan, c'est là que le réel surgit. D'où l'angoisse. L'angoisse comme signe du réel, qui est l'acception de Lacan dans cet affect qui ne trompe pas, qui fait le cœur du séminaire sur l'angoisse. Donc, 62-63. Pour traiter ce réel produit par la science et l'angoisse qui en résulte, l'angoisse comme signe du réel, c'est là que Lacan lui-même indique le rôle de la religion. La religion interviendrait à nouveau par-delà la science, avec la science qui, pour Freud, devait traiter l'angoisse. Hein. Donc c'est pour ça, alors je sais pas, je me tourne vers vous, enfin, quelle figure topologique il faut adopter pour cette production de ce à quoi on échappait, on pensait échapper, je vous laisse le dire. La religion interviendrait à nouveau par-delà la science. L'appel à la religion se fait comme un appel à un sens. Une fois de plus, le sens prêt-à-porter de la religion. Comme le dit Lacan, la religion a des ressources qu'on ne peut même pas soupçonner. C'est ce qu'il dit dans le Triomphe de la religion. En fait, il y a un côté infini des ressources de la religion. Et effectivement, euh, pour cela, euh, pour le sens, la religion en connaît un bout, nous dit Lacan, au point d'être capable de donner sens à n'importe quoi. Donc, euh, voilà. J'ai sauté une petite phrase, mais qui a son importance. C'est à la religion qu'on va faire appel pour donner un sens à tous ces bouleversements que la science introduit, comme ce que dit finalement Hopfeld par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, du point panique provoqué par la religion, pour faire face à l'angoisse qu'elle remet sans cesse en jeu, les avancées de la science convoqueraient donc à nouveau la religion. Lacan
indique donc un retournement paradoxal par rapport à Freud. La science, plutôt que de limiter la religion et ses illusions, les appelle. Un appel comme en urgence. La science ferait ainsi croître l'illusion plutôt que l'écarter. Donc, il serait bien de pouvoir organiser ce soir, après notre séminaire, un petit dialogue entre Lacan et Freud sur l'avenir d'une illusion. Tel serait donc le paradoxe contemporain du lien entre science et religion. La science convoquerait la religion à partir de l'angoisse qu'elle génère pour traiter l'angoisse que déclenchent ses avancées. Bon, dans mon texte, j'ai mis reprenons, parce que j'avais besoin de me dire, mais alors, qu'est-ce que je vais finir par dire? Reprenons. La science opère sur le réel, touche concrètement au réel, à partir de situations nouvelles dont on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Se crée un monde nouveau, un monde inventé, un monde inventé sans savoir où l'on va. Quelque chose apparaît, nous dit Lacan, dans l'aventure de la science. Il le dit dans le séminaire 6, il parle de l'aventure de la science, qui est au-delà des connaissances acquises, peut-être au-delà de toute connaissance possible, ce qui est aussi un argument de Lacan, toujours dans le séminaire de désir restant en interprétation. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Lacan. C'est vraiment majeur, enfin, c'est bien de l'extraire, quoi, de le mettre en évidence. Il surgit même de plus en plus loin au fur et à mesure que la science le traite ce réel. Pour Lacan, je prends la troisième, je cite la phrase que vous avez probablement discutée la dernière fois, le réel pourrait bien prendre le mort aux dents, surtout depuis qu'il a l'appui du discours scientifique. Fin de citation. On est entré dans une sorte de spirale finalement, si je revois ma spirale, entre science et angoisse, qui est évidemment une spirale aussi du même coup entre science et religion. Plus la science intervient sur le réel en créant des possibilités nouvelles, plus les questions se multiplient et plus les points de butée apparaissent au premier plan. Plus on bute sur des impasses de la pensée, moins on sait de quoi il s'agit, plus les questions non résolues se multiplient au point de déboucher sur justement l'angoisse, sur ce fameux point panique. Du point de butée au point panique, un appel. Alors bon, ça c'est ma thèse, optimiste peut-être. Du point de butée au point de panique, je vais mettre ça à la ligne, un appel à la psychanalyse peut entrer en jeu comme une autre voie. Pour moi, la psychanalyse, elle est l'avenir de ces questions-là, comme une troisième voie ou une nouvelle voie, une voie tout à fait autre que l'appel au sens de la religion, à la déviation d'une science devenue elle-même ou étant à risque dans certains domaines de devenir une nouvelle religion, la religion contemporaine. Parce que parfois, la science fait appel à la religion, comme probablement les histoires de l'intelligence artificielle, de Oppenheimer, de ces vertiges-là, mais des fois, il y a des branches de la science, ou peut-être ces pseudosciences, par exemple, c'est beaucoup dans les sciences cognitives, la psychologie, qui elle-même devient une nouvelle religion. C'est-à-dire que certains la mettent en avant comme étant vraiment scientifique. Enfin, on va congédier les psychanalystes au nom d'une science scientiste devenue, au fond, une sorte de religion contemporaine. Donc c'est aussi interne à la définition même de la science. Excusez-moi, mais par rapport aux questions non résolues qui se multiplient, il y avait la partie, la note en bas de page sur le comité d'éthique. Oui, ben ça, je l'ai peut-être dit
euh, avant, c'est-à-dire dans cette note en bas de page, je dis que les questions qu'on adresse de plus en plus au comité d'éthique sont presque des indicateurs de ces points paniques dans la science et qu'effectivement, que les comités d'éthique, moi j'en ai fait partie justement pendant 10 ans, 2 fois 4 ans plus 2 ans de plus, euh, sont devenus les chambres d'écho de la perplexité contemporaine face aux avancées de la science, au risque d'être pris eux-mêmes par les mêmes angoisses que ceux qui les interrogent. Je vais juste souligner ça parce que une de mes questions, bon, à la fin de votre exposé, c'était justement si la psychanalyse avait aussi sa place dans les comités d'éthique. Ah ouais, S'il avait quelque chose à dire. ah ben, Mais pour la fin. ben, je peux les répondre juste maintenant, c'est en disant que mon expérience, justement, c'est que si on construit ce raisonnement-là, elle a la place comme ce que j'ai appelé une nouvelle voie, quoi. Une voie autre, une voie tout à fait autre, comme une autre voie. Et au fond, euh, j'ai, j'ai l'impression que si on arrive à mettre en jeu le point de butée, tout le réel surgit, alors les gens vous écoutent et saisissent bien les enjeux de la psychanalyse. Si on met la psychanalyse comme une sorte de nouvelle religion ou d'une pseudo-science qui, elle, viendrait euh, colmater la brèche, boucher les trous, hein, c'est ça, il faut faire opérer la psychanalyse comme une opération par rapport au réel qui surgit et pas euh, dire que moi, comme psychanalyste, je pense que, ou le Freud a dit, ou le Lacan a dit, même ça, il faut vraiment la faire opérer, quoi. Et cette donc opération, cette nouvelle voie, vous l'avez pu l'introduire dans le comité Absolument. par. Super. Je peux raconter comment, mais c'était par rapport aux biotechnologies de la procréation. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de tensions. Il y avait un président qui s'appelait François Hollande et qui avait mis en avant l'idée de la procréation chez les femmes homosexuelles, les couples de femmes. Là-dessus, il y a un énorme mouvement politique qui s'appelait la Manif pour tous, qui a complètement paniqué la présidence et ils nous ont dit, bon, c'est enregistré, c'est embêtant, mais ils nous ont dit, arrêtez, stop, ça va pas, ça va. C'est-à-dire avec une question intime, procréante des femmes, on met le feu à la société. On- Maintenant, ça va pas. Là-dessus, il y a eu un autre président qui a succédé, qui est Macron, qui lui a dit c'est une priorité d'aller de l'avant vers un monde de demain et de donner une place aux homosexuels et à la question de la procréation, peut-être chez les couples de femmes, chez les femmes seules, peut-être aussi chez les couples d'hommes, chez les hommes seuls. Comité d'éthique. Bon, non, il faut arrêter l'enregistrement, mais le comité d'éthique est formé un peu comme la société. Ça veut dire qu'il y avait une impossibilité de se mettre d'accord. Une impossibilité de se mettre d'accord due au fait que certains pensent que la loi morale est superposable à la loi naturelle. C'était tout ce mouvement réactionnaire qui était comme ça. La loi morale égale la loi naturelle. Et au fond, dans le séminaire 7, Lacan montre bien les enjeux de cette distinction, avec aussi toute la problématique Kant avec Sade. Enfin, c'est un sujet très important. Voilà. Résultat de tout ça, c'est que le président de l'époque du comité d'éthique, Jean-Claude Ameisen, a dit, c'est pas possible de dire certains pensent que, certains pensent que. Ben, c'était un peu l'idée. La moitié pense que, l'autre moitié pense que. On doit prendre position. Donc là, j'ai pris mes points de butée, qui sont devenus une méthode après du comité d'éthique, en citant Lacan, en prenant le truc, là où, c'est-à-dire en disant c'est mieux de montrer ce pourquoi on ne peut pas se mettre d'accord. Sur quoi on bute qui fait qu'on ne peut pas se mettre d'accord et que du coup, face à cette angoisse, ce trou, ben, il y a les gens, certains pensent que,
Certains pensent que. Et qu'au fond, cette méthode a été entendue. Euh, et puis a été reprise, et puis il y avait dans l'avis 126, il y a tout un passage, alors bon, qui est dit dans une forme comité d'éthique sur les points de butée et sur la notion de point de butée. Donc la question, c'est effectivement quelle serait la place de la psychanalyse par rapport à la spirale, à cette spirale que j'ai appelée entre angoisse et science, où le réel produit, paradoxalement, par son traitement par la science, s'enchaîne à la progression de l'angoisse. Et au fond, plutôt que de supposer, alors c'est là la thèse majeure, plutôt que de supposer un savoir dans le réel, avec ses lois, son langage, ses formules, la psychanalyse avec Lacan pose un réel sans loi, mettant en question ce qui fait sens, ce qui fait savoir. Je vous lis la citation de Miller qui fait un magnifique développement dans un texte repris de son enseignement, le réel est sans loi, où il dit, au regard du pur réel sans loi, mettre en question non seulement ce qui fait sens, mais aussi bien ce qui fait savoir. Ce qui est aussi une question pour la psychanalyse en elle-même, dans son fonctionnement. Et c'est donc dire aussi avec Lacan que c'est à partir d'une défaillance, d'une décomplétude de la science que la psychanalyse trouve sa place. Ça, c'est, à mon avis, la thèse avec Lacan, euh, qui est au fond énoncée dans la note italienne, euh, voilà, reprise dans les autres écrits, euh, qui est, au fond, où il met en jeu la, la place de la psychanalyse par rapport à la défaillance, la décomplétude de la science. Ce n'est en effet pas du tout de l'analyste que dépend la vérité. Ah oui, ça je reprends la troisième. Hein, c'est pas de l'analyste que dépend l'avènement du réel. L'analyste lui-même a pour mission de le contrer. Vous voyez? Alors c'est là que je réponds à votre question. C'est-à-dire la science produit le réel en voulant le traiter, mais au fond, le psychanalyste, lui, va contrer, euh, contrer le réel. Et le psychanalyste a affaire au trou du réel sans la perspective de le combler. Après, on peut voir toute cette question du trou dans le réel, du réel comme trou. Enfin, c'est un truc casse-tête pour moi, qui est à résoudre par le mathématicien. Hein, où est-ce qu'il dit le trou, il produit un trou, bien au contraire, il est un trou. Enfin, voilà. Mais enfin, on voit que beaucoup de tendances, que ce soit de la science ou de la religion, consistent à vouloir combler le trou. Et au fond, c'est la perspective de la psychanalyse de faire face à ce trou sans la perspective de combler. Comme le dit Lacan dans Les Noms du Père, comme par hasard, séance du 19 février 1974, donc il y avait vraiment une collision d'acharnement à penser ces choses-là chez Lacan dans l'année 1974, quoi. Une année complètement extraordinaire. À partir de ce trou, se demande Lacan dans la séance du 19 février 1974, que fait-on? On invente. Et ça, c'est quand même quelque chose de totalement extraordinaire. On invente un truc qui dit quelque chose. Alors bon, ce qu'il y a d'ennuyeux, j'ai pas mis toute la citation, c'est qu'il dit on invente un truc pour boucher le trou. Alors ça va pas, mais après ça va pas tout à fait dans ce qu'il dit avant. Mais à mon avis, j'attends que ce nom du R soit édité par Muller pour voir comment il va se débrouiller avec ce petit bout. Là, on invente. Alors moi j'ai mis on invente. On invente. Telle est la perspective pour sortir de l'angoisse du savant sans en passer par la religion, sans passer par la déviation de faire de la science une religion, comme dans le scientisme contemporain.
je mets tout le temps ces deux déviations, parce qu'il n'y a pas besoin de la religion, pas besoin que le scientifique finisse par faire des trucs religieux. Il peut aussi constituer sa pratique scientifique comme une religion. Très, très, très présent en sciences du psychisme, psychologie. Précisons donc encore ce paradoxe. Il faut bien saisir contre quoi la religion établit ses illusions. Illusion, hein, c'est-à-dire, là, tout est parti de Freud avec son idée de la religion comme illusion. Et de l'avenir d'une illusion, la science qui vient. Voilà. Et puis moi qui reprends Lacan en disant que la science elle-même vient réclamer par l'angoisse qu'elle produit le sens religieux. Alors au fond, il faut quand même se demander d'où vient, euh, qu'est-ce que c'est quoi cette nécessité d'illusion. Euh, et Freud est très explicite dès le début de l'avenir de l'illusion. La religion est une illusion mise en place contre la détresse. Hilflosigkeit. La détresse, euh, Hilflosigkeit, hilflos, sans aide. Et qu'au fond, c'est ça qui est au point. Ça veut dire qu'au cœur de tout ça, on retrouve le point de l'angoisse ou du point panique, le point de butée, le surgissement de l'angoisse. Du même coup, l'illusion est elle-même édifiée avec le matériel fourni par les souvenirs de la détresse où se trouvait l'homme lors de sa propre enfance, comme au temps de l'enfance du genre humain. Donc cette phrase, elle est ahurissante, de Freud dans L'avenir de l'illusion. C'est-à-dire, ce qui est en jeu, c'est la détresse comme la détresse du petit homme, inachevé de naissance, qui est totalement dépendant de l'autre. Et il dit, comme il le dira après dans Moïse et le monothéisme, c'est aussi l'enfance de l'humanité. Donc cette phrase, elle condense des choses qu'il a dépliées dans la dernière partie de Moïse et le monothéisme, qui est une partie de réflexion sur l'enfance de l'humanité et un point de vue très général qui est assez vertigineux et qui ne va pas du tout dans le sens de l'inconscient collectif au sens de Jung, puisqu'il dit tout inconscient est en lui-même collectif. C'est quelque chose un peu un mélange entre le phylogénétique et Oui, oui, oui. l'ontogénétique. Oui, mais il le fait très subtilement parce qu'il l'a fait tout le temps un peu. Euh, Voilà, mais enfin, voilà. Bon, bref, je relève ça parce que ça. L'illusion de la religion est donc là contre la détresse. La détresse. La détresse, oui, une détresse qui est celle du traumatisme. Si on va dans l'armée, eh bien, effectivement, la question du traumatisme, c'est l'effraction, euh, effroi, qui est autre chose que l'angoisse ou que la peur. Je ne veux pas dire qu'on a l'armée, on n'a peur, pas peur. Moi, rien que d'avoir été parlé au Val-de-Grâce, j'ai peur depuis, parce qu'il parle de la guerre. J'étais l'autre vendredi, il parle de la guerre de haute intensité. Donc, être au milieu de tous ces soldats en appel dans la cour, voilà. Donc, mais là, non, il s'agit bien d'une détresse, l'effroi, l'effraction, qu'on ne peut, une détresse qu'on ne peut pas écarter, quelles que soient les voies qu'on emprunte. C'est ça le problème, on ne peut pas l'écarter. C'est comme on ne peut pas résorber tout le réel dans le symbolique et dans l'imaginaire. Même celle de la psychanalyse, où la terminaison de l'analyse affronte au réel et à l'Hilflosigkeit, à savoir, je cite Lacan, la détresse où l'homme, dans son rapport à lui-même, qui est sa propre mort, n'a à attendre d'aide de personne. Bon, c'est pas Guégué. c'est pas guégué, mais enfin, c'est au moins très fortement posé, hein. Donc, toutes ces constructions ne vont pas permettre de résorber cette détresse
qu'on va rencontrer dans sa vie. Il en parle de Hilflosigkeit par rapport à la fin de l'analyse, ça c'est une phrase du séminaire 7, mais il est dit dans son rapport à lui-même où il en a à attendre qu'est sa propre mort et où il a à attendre d'aide de personne. Bon, on se réjouit, quoi. Bon, reste à faire un usage de cette détresse. Alors ça, c'est ma question. Reste à faire un usage de cette détresse autre que celui de l'illusion. On pourrait dire, est-ce que c'est possible? Est-ce possible d'échapper à l'illusion, quoi? Y compris dans des mouvements psychanalytiques, quoi. C'est le pas, pourtant, pour moi, c'est le pari de la psychanalyse. On pourrait dire que la psychanalyse n'est pas à l'abri de ce genre de... Vous savez, les courants analytiques se disputent, même un même courant peut scissionner avec une violence extrême. C'est bien la détresse qui est en jeu, puis de manière de s'en sortir par rapport à quoi. C'est à quoi ouvre la psychanalyse, ce à quoi, j'ai presque fini. Ce à quoi ouvre la psychanalyse, c'est de se servir du réel pour créer du nouveau. Pourquoi pas jusqu'à l'intérieur du champ de la science. On rejoindrait ainsi la question laissée ouverte par Lacan dans la présentation de son séminaire 11 de l'époque. Ce serait de savoir ce que serait qu'une science qui inclut la psychanalyse. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Parler des noms du texte de Lacan, l'introduction à l'édition allemande des écrits. Il dit, il fait le reproche aux analystes qui croient être sans recours. Donc, sans recours, j'ai cherché, c'est la Hilflosigkeit. Ouais. Et il dit, pourtant, l'inconscient est notre recours. Alors ça, je trouve intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire. Ok, il faut me sortir cette citation. Ah oui, c'est dans... Oui, non, mais vous me l'envoyez demain. Ouais, ouais. Parce qu'on est à un séminaire. Oui. Il dit que l'inconscient est notre recours. Et donc, l'inconscient, il faut garder ce trou toujours ouvert, la fuite du sens, le tonneau des Danaïdes, pour qu'on puisse toujours réinventer quelque chose. L'inconscient comme béance. L'inconscient comme béance, Oui. comme béance. Comme discontinuité. Voilà, que l'analyste a pour tâche, c'est ça qu'on a à contrer, ne pas croire qu'on peut le fermer. Parce que si on ferme, ça explose. D'accord. Mais, ok, ça me va très bien. Mais l'inconscient comme recours, l'inconscient en tant que béance, en tant que discontinuité. Oui. Pas l'inconscient en tant Non, que... c'est le par-l'être. Et c'est plus l'inconscient au sens. C'est pour ça qu'il se moque. Il se moque d'ailleurs de Freud, il se moque de Jung, dont vous venez de parler, en disant vous connaissez l'histoire de Lichtenberg. Freud adorait Lichtenberg, qui était un humoriste. Et puis, il a pris son couteau, le couteau de Lichtenberg, c'est l'histoire d'un couteau sans lame. Et puis sans manche aussi. Et donc, si on fait quelque part sans l'inconscient, et là, on n'a ni lame ni manche. Et on fait du massage, on peut faire de la chirurgie. Pour dire un peu tout. Moi, je suis très content qu'on ait applaudi parce que c'est exactement ce que j'avais voulu faire. Voilà, j'étais content de ne pas être le seul. J'ai trouvé votre exposé magistral. Et donc, j'ai un peu de peine à dire quoi que ce soit après parce qu'il se tient. Et voilà. Je vais quand même dire deux, trois choses. Alors d'abord, j'ai vu une petite angoisse par rapport à l'édition du séminaire, donc les noms du père, par rapport à cette histoire de boucher et combler. Je note que c'est quand même pas la même chose. Quand on a un trou, de le combler, c'est mettre des trucs dedans pour remplir, quoi. Le boucher, c'est juste mettre un couvercle dessus, quoi. Et d'ailleurs, le boucher petit a, enfin, je veux dire, c'est plutôt un couvercle que... Donc, je ne m'inquiéterai pas trop par rapport à cette contradiction potentielle. Enfin, voilà, ça, c'était juste une remarque pour... Ah, c'est bien. Mais vous dites boucher, combler, allez-y, redites tranquillement. Ça veut dire... Non, boucher un trou, ce n'est pas la même chose que de le combler. Enfin, je pense que c'est... on fait attention, voilà.
Boucher, c'est Ouais. comme le recouvrir avec Voilà, quelque chose, un un truc, voile, on met quoi. un voile C'est là où pudique dessus. il dit un truc. Ouais. Oui. D'ailleurs, son invention, c'est plutôt ouverte, quoi. Mhm. Donc, enfin, voilà. Ça, c'était comme ça en passant. Mhm. Après, vous parlez beaucoup de science, de temps en temps de technologie. Ouais. Alors, je pense que au XXIe siècle, la science et la technologie sont très, très, très étroitement liées. Et il y a des épistémologues des sciences qui ne parlent plus de science tout, parlent de technosciences. En particulier, il y a un auteur qui s'appelle Autois qui ne parle que de technosciences. Mhm. Et tout ce qui est le digital, évidemment, c'est clairement je veux dire, la machine de Turing théorique de Turing qui est un bout de papier qui les règles. Ça, c'est certainement bien en théorie, mais en pratique, ben, c'est les machines, c'est la technologie et l'intelligence artificielle. Personne ne se réfère à la théorie qui est derrière, mais enfin, à l'usage des large language models, etc. Donc, je pense que on pourrait dire que c'est la même chose, enfin, en tout cas au XXIe siècle, essentiellement. C'est ça, c'est pas la technologie qui cause plus d'angoisse que la science, dans ce sens-là. Je veux dire. Deuxième commentaire, enfin, vous vous tournez toujours vers moi. Il faudrait que le mathématique qui règle ici résout. Si, non, mais non. C'est bien le sens de notre Ouais. séminaire. Oui, non, mais justement, alors, donc on pourrait se dire, ça, c'est pas un exposé sur l'usage des mathématiques. Bon. En fait, moi, je dis que oui, mais de manière enfin, implicite, parce que justement, on pourrait aussi dire que, pour exagérer, que c'est la faute aux mathématiques qu'on en est dans cette situation. Vous vous souvenez de ce que je disais de la pratique des mathématiques, c'est qu'il y a un côté où on calcule sans savoir où on va, puis on s'arrête, on donne un sens, mais on s'arrête très très peu de temps. En fait, on s'arrête juste pour être content de ce qu'on est en train de faire. Et le sens, souvent, c'est le sens des formules. Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire? C'est pas le sens par rapport au monde. Enfin, voilà. Enfin, donc, Lacan fait remonter justement ça enfin, disons, au changement qui est intervenu avec Frege. On en parlait tout à l'heure avec James. Enfin, je veux dire, c'est la même chose. C'est que la science s'est détachée du monde, enfin, en quelque sorte. Et c'est les mathématiques qui font le monde. Hein, que ça soit la physique quantique, la relativité générale, que l'intelligence artificielle. Donc, c'est quand même un usage des mathématiques. Vous avez quand même parlé de l'usage des mathématiques au XXIe siècle. Enfin, la digitalisation, c'est les mathématiques. Le fait qu'on ait pu traduire le monde en mathématiques, et qu'on vit dans ce monde, c'est l'avancée des mathématiques. Après, avec la physique, évidemment. Donc, de ce point de vue-là, je pense que les mathématiques ont plutôt amené des problèmes, enfin, les problèmes dont on parle ici, plutôt d'amener des solutions. Peut-être que, donc, du coup, il faudrait qu'ils contribuent à la solution. C'est peut-être aussi comme ça que, par la mathématisation de la psychanalyse, qu'on peut revenir aux sciences. Je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'était un autre commentaire. Après, il se trouve que donc, vendredi, non, jeudi soir, donc j'ai assisté à une présentation d'un livre que je ne connaissais pas du tout, mais qui est exactement en relation avec ça. Donc c'était la présentation par quelqu'un qui s'appelle Eric Davis, qui a écrit un livre culte, pour certains, qui s'appelle Techgnosis. Ça s'écrit T-E-C-H, Gnosis, comme la gnose, quoi, où il souligne, donc c'est un Californien fier de l'être, depuis 5 générations, qui dans les années 90 donc, a écrit un livre sur enfin, ce qui se passait déjà sur enfin, la culture. Et donc, sur ce mélange qui est entre le mysticisme et la technologie qu'on voit de nos jours. Et donc, il cite quelques papes donc de l'intelligence artificielle. Je veux dire, même les attitudes de Musk par rapport au fait de partir sur Mars. Donc, il y a un mélange étrange que cet auteur a déjà mis en évidence à l'époque. Donc, non seulement la science, je veux dire, appelle la religion, mais je veux dire, mais dans ce milieu-là, se mêle directement à la religion. Donc, et
ce qu'il disait très justement, c'est que finalement, l'intelligence, donc ça c'est par rapport au fait que la technologie, c'est la citation faite du prix Nobel de physique, donc il dit très justement que la technologie n'est jamais neutre. Okay. Son exemple, c'est construisez un pistolet, ce n'est pas pour pouvoir éventuellement l'utiliser comme un marteau, évidemment, vous pouvez l'utiliser comme un marteau, mais si vous construisez un pistolet, c'est dans un but très précis. Et pareil, donc l'intelligence artificielle, bon, elle a un objectif, d'accord? Alors, il faut dire qu'il a été invité par des Jungiens, hein, donc c'est dans le cadre des événements littéraires du Monte Verita. Et donc, cet auteur s'inspire de Jung, mais il a il a un usage intéressant des archétypes de Jung, c'est le trickster, je sais pas, celui qui triche, donc c'est un des archétypes de Jung. Et donc, qui a toujours, il te donne quelque chose, mais il te demande quelque chose en échange. Il est ambigu, hein. Donc, pour lui, la technologie de l'intelligence artificielle, c'est ça, hein. Bon, une fois qu'il a cité son Jung, il fait quand même l'analyse de l'angoisse des gens par rapport à ça. Et là, il devient tout à fait lacanien, en gros, sans le savoir, parce qu'il dit que, en fait, c'est depuis la technologie liée à l'écriture aussi, c'est une technologie, que les êtres humains, finalement, ils se sentent aliénés très, très fortement par le langage. Et ceux qui vivent face à l'intelligence artificielle, finalement, c'est une sorte de reflet, enfin, qui leur fait peur, quoi, je veux dire, de se revoir comme ça, dire, privé de vie, hein, de ressembler à quelque chose dont ils savent qu'il est privé de vie. Enfin, donc, mais par rapport à... Donc, voilà, donc, je voulais mentionner. Donc, ça, c'est certainement quelque chose à approfondir en relation avec ce que vous dites ici. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont analysé cet aspect des choses d'un point de vue qui est différent d'une autre, mais qui arrivent en gros aux mêmes conclusions, je crois. J'avais aussi une petite remarque par rapport à votre présentation. Voilà, vous avez parlé, on ne sait plus vers quel monde on va avec la science, aussi par rapport au fait de se créer un monde nouveau. Je pensais notamment à l'ouvrage de Coiré, du monde clos à l'univers infini, donc avec ce passage d'un monde où, alors le réel qui revient toujours à la même place, mais avant l'avènement de la science moderne, c'est plutôt le cycle des étoiles, des saisons, il y a une régularité et tout. L'univers infini, ça devient autre chose. Donc il y a vraiment un changement de paradigme de monde. Absolument. Et je voulais reprendre, puisque c'est un film que j'ai adoré aussi, le film d'Oppenheimer. Alors, vous l'avez vu? Bien sûr. Voilà. Ah, bien sûr. Pour les gens aussi Oui. qui l'ont vu, on voit dans la scène finale du lac où il y a Oppenheimer qui rencontre enfin Einstein, Albert Einstein. Il y a un moment, on voit le chapeau d'Einstein qui s'envole. Oppenheimer le ramasse pour lui rendre, mais dans tout le reste du film, c'est Oppenheimer qui a le chapeau. Et là, c'est un peu le changement de paradigme, même à l'intérieur même de la science, mais entre la science relativiste d'Einstein, où c'est quand même une science bien déterminée, Dieu ne joue pas au dé, n'est-ce pas, à la science produite par Oppenheimer, où c'est une science en effet probabiliste, mais c'est un nouveau paradigme, un nouveau monde. Et par rapport à la question de la production, ce qui est produit, le réel qui est produit échappe. Une des scènes qui m'a le plus marqué dans le film d'Oppenheimer, c'est après la grande scène de l'explosion du Trinity Project. Dans la scène juste après, on voit les deux autres exemplaires des bombes atomiques qui ont été produits dans des camions de l'armée. Oppenheimer est là tout à fait en puissance, il va juste les deux bombes atomiques partir. On voit que ce qu'il a produit après, ça lui échappe complètement. Après, c'est Truman qui, Hiroshima, Nagasaki, etc. Mais on voit vraiment ce qui est produit après, ça échappe. Voilà, c'était juste les deux remarques. Non, c'est très bien dit. Ok. Bon, là, vous mettez, parce qu'effectivement, l'univers clos ou l'univers infini, là,
Le monde clos, quel est le titre déjà de Coiré? Du monde clos à Oui. l'univers infini, Oui. je crois. Enfin, qui implique aussi toute la question de Galilée, quoi. Puisqu'en fait, si Galilée est mis en procès, ils avaient raison, quoi, parce qu'en fait, il dit que le monde est infini, qu'il n'y a pas d'extériorité, qu'il obéit à des lois, et pourtant il tourne. Donc, qui fait que finalement, il y avait une remise en question du monde tel qu'il était, quoi. C'est-à-dire qui reposait sur l'idée d'une extériorité qui impliquait Dieu, quoi, finalement, et que là, c'est à la place euh, l'univers infini. Donc, il y a un basculement d'un monde à l'autre. Ça, c'est pour moi très clair dans ce que vous prenez comme exemple. Merci, je peux l'ajouter comme, comme exemple. L'histoire atomique, euh, oui, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui est. Enfin, c'est un peu l'idée du réel produit par le fait de le traiter, quoi. C'est-à-dire, finalement, il traite cette question-là, puis finalement, il introduit un nouveau réel qui angoisse et qui fait que il y a quelque chose qui va dépasser la perspective. Ce qui est compliqué dans cette affaire, c'est, moi je suis pas physicien, mais c'est le rapport à l'idée des réactions en chaîne, quoi. Pour moi, l'angoisse d'Oppenheimer, c'est l'angoisse des réactions en chaîne. Mais bon, ça, il faudrait que un physicien soit là, mais qui est peut-être là. Non, non. Mais d'une réaction en chaîne qui elle-même entraînerait euh, bon, une destruction totale, ce qui n'a pas été le cas. À la fin du film, il dit qu'il pense qu'il a quand même produit cette réaction en chaîne. C'est la dernière phrase du film. Mhm. Il s'imagine le globe terrestre qui prend feu. Je pense que ça a quand même commencé avec Galilée. Je vais vous citer un passage de Duhem, donc, dans son livre Sauver les apparences sur la notion de théorie physique. Déjà, le fait que dans les préfaces des livres, je crois, de Copernic aussi, enfin, justement, ils se défendent enfin, ils ne veulent pas avoir de problème. Hein. Donc, Galilée, au contraire, lui, il allait au front, c'est pour ça qu'il a eu des problèmes avec l'Église. Les autres, ils prétendaient qu'ils voulaient juste sauver les apparences. Hein. Donc, c'était pas, ils ne donnaient pas de poids ontologique enfin, à ce qu'il écrivait. Donc, ça a donné le titre au livre de Duhem, donc un historien des sciences très connu. Hein. Donc la citation est la suivante. Donc, lorsque Kepler multipliait ses tentatives pour rendre compte des mouvements des astres à l'aide des propriétés des cours d'eau ou des aimants, lorsque Galilée cherchait à accorder la course des projectiles avec le mouvement de la Terre, pour tirer de ce dernier mouvement l'explication des marées, il croyait prouver l'un et l'autre que les hypothèses coperniciennes ont leur fondement à la nature des choses. Mais la vérité qu'ils introduisaient peu à peu dans la science, c'est qu'une même dynamique doit, en un ensemble unique de formules mathématiques, représenter les mouvements des astres, les oscillations de l'océan, la chute des graves. Et c'est ça qui m'intéressait, donc, dans la citation. Il croyait renouveler Aristote, il préparait Newton. Donc, en fait, il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est ça. Oui. Donc, on peut dire de manière optimiste, eh ben, ils étaient plus en phase avec la réalité. Enfin, je veux dire, ils décrivaient les choses vraiment comme elles sont. Ben, enfin, ils n'en avaient aucune idée. Enfin, ils pensaient être en ligne avec, mais non. Enfin, finalement, ils tiraient les conséquences nécessaires. Puis Galilée, par des calculs, quoi, des petits calculs. Parce qu'il mathématisait, surtout la physique, sa grande révolution par rapport à Kepler, c'est qu'il faisait ça pour la physique terrestre. Kepler, c'était les astres, c'est dans la ligne des Grecs. Voilà. Mais donc, voilà, il voulait renouveler Aristote. Ben, mais c'était là en germe. Quoi. Ouais. Mais il ne savait pas. Donc, pour rebondir avec encore un exemple historique, je trouve quand même intéressant. Il y avait l'année passée une conférence classe où quelqu'un avait parlé de Galilée et puis de Giordano Bruno.
c'était un contemporain de Galilée qui avait aussi défendu les thèses de Copernic et puis de Galilée. Mais il y avait tout de même une grande différence entre Galilée qui reste un peu ancré dans ce truc de vouloir au moins maintenir la semblance de continuité. Et parce qu'après donc ses thèses sont donc condamnées, et puis il renonce à ce qu'il avait dit, à savoir que la Terre. Mais il y a cette histoire, cette anecdote que il y avait la commission, il renonce, il proclame, donc, et puis il dit, il chuchote après que tout est terminé, et pourtant ça bouge. Donc il va dire officiellement ce qu'il fallait dire, mais il ne renonce pas à foncer en privé pour lui-même. Donc, il joue un peu au semblant. Une différence avec Giordano Bruno qui serait peut-être dans ce cadre-là un cas intéressant à penser, parce que Giordano Bruno garde vraiment le feu un peu religieux, mystique de toute cette physique, et puis qui accepte l'idée d'un héliocentrisme, d'un univers infini, parce que c'est la célébration de l'hymne infini de la matière qui correspond à l'infinité de Dieu, etc. Et puis quand on va condamner, non pas ses thèses, mais lui-même, il va dire à la commission, mais oui, allez-y, brûlez-moi, parce que de toute façon, c'est vous qui avez peur. C'est lui, Giordano Bruno, il sait que de toute façon, il va ressusciter en partie de cette hymne de la matière infinie, mais qui a peur, c'est pas la science qui provoque. Bon, oui, c'est la science qui provoque la peur, mais la peur des religieux, de la commission, et il accepte lui, il n'a aucun angoisse devant ce qu'il a conçu, ce qu'il a capté de ça, et il accepte sur le flux, oui. Il le célèbre même, d'une certaine manière. Donc, extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous dites de ça. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur, non. Ouais, alors lui, il n'a pas peur. Alors que là, dans ce que j'ai décrit, tout le monde a peur. Les religieux, ils ont peur. Les scientifiques, ils pensaient pouvoir s'en libérer, mais finalement, ils ont eux-mêmes la butée de l'angoisse. Dans mon tableau, tout le monde a enfin, peur. C'est la panique ou l'angoisse. Parce qu'au fond, la peur supposerait quand même un objet de la peur. Donc, de savoir de quoi on a peur. Donc là, on ne sait pas où on va. Et puis, c'est ça qui crée le point panique, le point d'angoisse. Je pense qu'on pourrait dire que Giordano Bruno savait où il allait, quoi. Oui, où était pour lui le point d'angoisse? Oui. C'était ça la Oui. question. Mais ça mène peut-être aussi à une question plus freudienne aussi par rapport à tout ça. Parce que j'ai pensé encore à ce texte de Freud, symptômes, inhibition, angoisse, où il révise, oui, parce qu'il y avait ce premier avis où l'angoisse était un effet du refoulement. Et puis, il passe là à l'idée que c'est l'angoisse qui provoque le refoulement. Donc, quand on dit la science qui produit en réel, est-ce que c'est la science qui est agent du refoulement et par là provoque l'angoisse un peu avec ce premier schématisme de Freud, ou est-ce que... Bon, moi, je verrais plutôt la deuxième théorie de l'angoisse. Oui. Clairement, enfin, c'est l'angoisse réelle qui surgit, qui implique le refoulement et pas l'angoisse qui est produite par le refoulement, me semble-t-il. Oui, ce serait intéressant de se demander si entre l'angoisse et le point de panique provoqué par la science et celui en jeu dans la religion, quelle est la place de la première ou de la deuxième théorie de l'angoisse. Mais là, je verrais plutôt la phase actuelle de l'angoisse qui surgit comme étant le propre totalement de la deuxième théorie de l'angoisse, qui produit ensuite le refoulement qui peut aller jusque à la recréation d'un symptôme religieux, quoi. Mais en fait, quelque chose avec presque un cercle vicieux entre Ouais. les deux modalités, parce que l'angoisse, parce que c'est la science qui produit l'angoisse, c'est qu'elle est la même agent de sorte elle essaie de remanier. Absolument. C'est pour ça que j'avais parlé de spirale. Vous avez dit cercle vicieux, mais moi j'ai mis spirale, parce qu'au fait,
ça revient toujours à la même place, mais enfin en même temps sur des lignes qui peuvent s'éloigner beaucoup. Euh, bon, enfin, mais tout à fait. Dans le texte que j'ai fait, on voit que cet effet de cercle vicieux, si vous voulez prendre une chose comme ça. Là, pour l'énoncer, c'est peut-être utile de dire, voilà, la religion vient à la place de la science, à la place de la religion, mais finalement la religion à la place de la science. Et puis après, bon, ben voilà, c'est pour ça que je me tourne en disant c'est un truc topologique, c'est comme s'il revenait dedans. Enfin, ça fait une sorte de. Enfin, on comprend que dans la même époque, Lacan se passionne pour la topologie, quoi. Il y a un côté, je sais pas, Boutin-Klein, enfin, machin assez curieux. Pas presque avoir quel côté et lequel Oui, entre la science et oui, exactement. Alors moi, j'ai utilisé spirale, j'ai mis spirale entre angoisse et religion, enfin entre religion et science, puis après je l'ai mis entre angoisse et... bon, écoutez, il me semble qu'il y a deux spirales dans mon texte, mais que enfin, c'est peut-être les mêmes. Bon, bref, ok. Voilà. J'ai une question. Si on revient au contemporain, on voit que les pays producteurs de la science sont les pays non religieux. Peut-être il y a une bascule maintenant là dans les États-Unis. Ou les pays où il y a une dominance des religieux, elles ne sont pas scientifiques. Ouais, Science et religion, elles sont presque antipodes ouais, dans le monde. Tu vois. c'est Je juste. pense que ça change, ces changements, ces bascules qu'on est en train de voir aux États-Unis avec la coupure de 400, le budget de l'université, c'est significatif Ouais, ce sont pour la les- production de sciences. La production de sciences, c'est empêché. En même temps que c'est la montée de Mosque, les grands représentants de la technologie, oui, technosciences, mais ouais, c'est juste. ça, c'est vrai. Non, Ouais. mais oui, ouais, allez-y. Non, justement, la thèse de Davis, c'est que, au contraire, dans certains milieux, qui sont très importants de nos jours, pour ce qui est de la technologie digitale en particulier, il y a un mariage et finalement, c'est exactement ce dont on parlait ce soir, qui pourrait faire que l'alliance un peu bâtarde de deux grands courants qui soutiennent Trump, c'est-à-dire d'un côté les chrétiens nationalistes et de l'autre ceux qui sont pour les technologies digitales, et c'est exactement à cause de ce qui se passe enfin, je veux dire, dans cet univers californien où les deux choses ont toujours été un peu mélangées, que justement c'est le sens qu'apportent les chrétiens nationalistes qui va faire que ça va se souder parce qu'ils vont trouver un sens en termes de ça va sauver l'humanité, on va pouvoir pas partir sur Mars, comme ça. Mais c'est que un courant va amener le sens ou l'autre, finalement, on fait peur. Enfin, et puis, non, je pense que c'est dans le discours général que on prétend être justement athée mais non, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce sont les sociétés qui se sont éloignées de la religion qui produisent la science. Enfin, je veux dire, Galilée, ils étaient quand même tous très Newton, même et après aussi. Enfin, je veux dire, non, c'est plutôt qu'il y a une dissociation. Enfin, les gens ils peuvent faire d'un côté ça, mais ils perdent. Bonnier, on laisse ici. Non, 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 si, vous restez. au milieu. Restez au milieu. Bien. Ouais.
Il a raison. Alors, pour reprendre le texte de la troisième, la séquence, et commenter ce que j'ai pris comme plus intéressant, je vais commenter une chose et à la fin, je laisserai une autre ouverte. Il y a deux points pour moi qui m'ont frappé dans ce texte. Pour développer à partir de cette partie, l'inconscient, savoir qui s'articule de la langue, qu'on trouve aux pages 24-26. Je vais amener quelques points de repère sur le néologisme, la langue. C'est là que je vais forger par Lacan et que je vais mettre en peu. La question que je me pose, c'est pourquoi Lacan fait usage du néologisme, pourquoi un mot normal, qu'est-ce que cela veut dire? Il laisse ce néologisme, la langue, est sans doute, sans aucun doute, une des contributions plus centrales de son enseignement dans les tout débuts des années 70, quand on va voir un Lacan contre Lacan se présente assez clairement. Pour cela, j'irai utiliser de quelques moments de son enseignement de cette période. Alors, dans la séance de 30 mars 2011 de son cours L'être et l'un, Jacques Miller argumente pour une tripartition de l'enseignement de Lacan, dans laquelle nous sommes dans tout le début du troisième moment. On parle de trois moments. Le premier moment et le deuxième moment sont assez proches, il va nous dire, mais ce troisième, c'est assez radical, bien sûr. Et je lui cite. C'est vraiment l'inverse du lacanisme. J'ai appelé ça les tout derniers enseignements de Lacan. Là, Lacan sort de Lacan. Il démontre qu'il n'est pas prisonnier de son propre enseignement. Il accomplit une tâche qui aura pu revenir à ses critiques les plus acerbes. On peut dire qu'il met à l'épreuve ses propres prémices. Et ce que je peux, il me semble, aujourd'hui préciser, c'est quand ça commence, ces passages à l'envers. Il va le dire qu'il me semble que ça commence avec sa profération, il y a de l'un, avec la suprématie de l'un du signifiant comme existant. Si donc aujourd'hui j'avais à résumer l'itinéraire de Lacan, je pourrais dire qu'il va de l'ontologie à la énologie, de l'être à l'un, et que l'angle qu'on peut prendre sur la pratique analytique varie singulièrement selon qu'on l'ordonne à l'être ou à l'un. Ferme la citation. On pourrait dire que ces basculements se présentifient assez clairement dans la jonction du texte « Je parle au mur » et le début du séminaire 19. Comme vous savez probablement, ce sont cette intervention que Lacan va faire. Une part de ces interventions sont publiées ici dans le « Je parle au mur » et d'autres dans les séminaires au pire. Au pire. Au cours de la première de cet entretien, c'est comme ça que Lacan va nous dire de qu'est-ce qui se passe là. Comme Lacan nommé la série de séminaires mensuels qu'il avait donnés dans la chapelle de l'hôpital Sainte-Anne, 78, 71, 72, Lacan met en question les thèmes saussuriants, la langue. Il amène le néologisme, la langue.
J'essaie de parler simplement comme la chose plus gluée et moi, pour faire un certain effet oral. On trouve, euh, on trouve ces moments assez marrants dans les pages 17 à 20 de Je parle au mur. Même si produit dans un autre contexte de son enseignement, je prends une longue citation, laquelle, je crois, aide à mieux saisir historiquement les rapports entre la langue, savoir et inconscient, notre travail pour ce soir. Alors, je cite Lacan. Enfin, c'est une trouvaille, c'est non-savoir. On ne peut pas mieux pour introduire une confusion définitive sur un sujet délicat, les points en question de la psychanalyse, ce que j'ai appelé la frontière sensible entre vérité et savoir. 10 ans avant, je continue, c'est une longue citation, attention, je vous dirai quand ça sera fini. 10 ans avant, on avait fait une autre trouvaille qui n'était pas mauvaise non plus à l'endroit de ce qu'il faut bien que j'appelle mon discours. Je l'avais commencé en disant que l'inconscient était structuré comme un langage. On a trouvé un machin formidable, les deux types, les deux types les mieux qui auraient pu travailler dans ce texte. Filer ces fils, on leur a donné un très joli travail à faire, un vocabulaire de la philosophie. Qu'est-ce que je dis? Vocabulaire de la psychanalyse. Vous voyez le lapsus. Enfin, ça vaut de la langue. Alors, dans le texte, il y a quelqu'un dans l'auditoire qui dit la langue. Lacan répond non, ce n'est pas G, c'est D. La langue, comme je l'écris maintenant, un seul mot, est autre chose. Vous voyez comme ils sont cultivés. Alors, c'est assez intéressant cette intervention parce que Lacan revient à Sainte-Anne. Il explique qu'il attendait à rencontrer quelque chose un peu comme était avant. C'était pas du tout. Avant, comme qui étaient ses élèves, qui étaient là pour l'entendre dans l'auditoire. C'était un auditoire assez différent. Je continue avec la citation de Lacan. Là, il va nous clarifier beaucoup plus qu'est-ce que c'est la langue. Je n'ai pas dit que l'inconscient est structuré comme la langue, mais comme un langage. Et je reviendrai tout à l'heure. Mais quand on a lancé les responsifs, c'est drôle, mais c'est un mot qui n'existe pas aussi là, dont je parlais tout à l'heure, sur l'entreprise d'un vocabulaire de la psychanalyse, c'est évidemment parce que j'avais mis à l'ordre du jour ces termes saussuriens, la langue, que je répète. Pardon, les termes saussuriens, la langue, que je les répète. J'écrirai désormais en un seul mot et je justifierai pourquoi. Eh bien, la langue n'a rien à faire avec les dictionnaires, quel qu'il soit. Le dictionnaire a à faire avec la diction, c'est-à-dire avec la poésie et avec la rhétorique, par exemple. Ce n'est pas rien, hein? Cela va de l'invention à la persuasion. C'est très important. Seulement, ce n'est justement pas ce côté-là qui a à faire avec l'inconscient. Contrairement à ce que la masse des auditeurs pense, l'inconscient a à faire d'abord avec la grammaire. Tout de même, une part importante le sait déjà. Si elle a écouté les quelques termes dans lesquels j'ai essayé de faire passage à ce que je dis de l'inconscient. Celui-ci a aussi un peu à faire, beaucoup à faire, tout à faire avec la répétition, c'est-à-dire les versants tout au contraire à ce à quoi sert un dictionnaire. De sorte que mettre
à la confection d'un dictionnaire, ce qui aurait pu m'aider à ce moment-là à faire ma trace, c'était, là il fait référence à la langue de l'autre, hein, de sorte que mettre à la confection d'un dictionnaire ce qui aurait pu m'aider à ce moment-là à faire ma trace, c'était une assez bonne façon de les faire dériver. Et c'est vrai c'est clair que c'est ce qu'il est en train de dire là, que ce dictionnaire de psychanalyse ne peut pas exister quand même, hein, que c'était des revient à une forme de pensée qu'il avait. La grammaire et la répétition, c'est un tout autre versant que celui que j'épinglais tout à l'heure de l'invention, qui n'est pas rien sans doute, la persuasion non plus. Je continue dans cette longue citation que je vous l'ai dit. Contrairement à ce qui est, je ne sais pas pourquoi, encore très répandu, les versants utiles de la fonction de la langue, utiles pour nous psychanalystes, pour ceux qui ont affaire à l'inconscient, c'est la logique. Là, je ne pouvais pas laisser sortir cela de côté, hein, pour donner quelque place à la mathématique, Boris. Boaz. Ceci est une petite parenthèse qui s'y raccorde à ce qu'il a des risques de perte dans la promotion absolument improvisée et éthique à laquelle je ne vraiment prêté nulle occasion qu'on fasse erreur, celle qui se propose du non-savoir. Y a-t-il besoin de démontrer qu'il y a dans la psychanalyse fondamentale et premier le savoir? Bien sûr, c'est ça la question qu'il se pose. Encore à ces nouveaux psychiatres qui sont venus l'écouter dans des circonstances assez différentes qu'il avait rencontrées avant dans la pratique. C'est pourtant ce qu'il faut falloir démontrer. Là, j'ai fini. Alors, presque 2 ans plus tard, dans un corps, à la page 127, Lacan dit. Alors, j'ai collectionné un peu pour vous ce qui sont cette explication sur la langue, parce que ce n'est pas du tout une chose évidente. Je pense que plutôt, pour qui n'est pas complètement dans la psychanalyse, ça fait un peu plus difficile. Alors, dans l'encore, à la page 127, Lacan dit. Le langage, sans doute, est fait de la langue. C'est une élucubration du savoir sur la langue. Mais l'inconscient est un savoir-faire avec la langue. Et ce qu'on sait faire avec la langue dépasse de beaucoup ce dont on peut rendre compte au titre du langage. Si l'on peut dire que l'inconscient est structuré comme un langage, c'est en ceci que les effets de la langue, déjà là comme savoir, vont bien au-delà de tout ce que l'être qui parle est susceptible d'énoncer. Ferme la parenthèse. Même si on pourrait dire que l'usage de l'énologisme par Lacan précède son concept de la langue, c'est clair qu'ils vont se multiplier énormément après 1971. C'est vraiment un tournant assez remarquable. Je pense que de la langue à la langue, ça change énormément ce qu'il va faire, il a à faire. Avec un certain effort et imagination, on peut peut-être trouver des moments de l'enseignement de Lacan où on pourrait presque lire entre les lignes un arrière-plan de son coincement avec les limites du langage, un de ces néologismes apparaît plus tard. Ce que je suis en train de dire, c'est que beaucoup de ce que Lacan ira nous présenter beaucoup plus tard, il est là avant d'une autre manière. Et si on ouvre, alors, notre atelier qu'on a fait, cette séquence d'atelier qu'on a fait à Aigle, beaucoup de travail qu'on a fait, c'était dans cette direction, n'est-ce pas? J'essayerai de vous montrer un moment où la langue pourra être déjà là, comme présence absente, encore inexplicable dans les limites du dictionnaire. C'est à la page 293 des fonctions et champs de la parole
et du langage, un texte quand même de 1953. Pourrons tout déduire des aspects de la langue dans cette phrase? Alors, Lacan affirme que, je cite, pour libérer la parole du sujet, nous introduisons au langage de son désir, c'est-à-dire au langage premier dans lequel, au-delà de ce qu'il nous dit de lui, déjà il nous parle à son insu, et dans les symboles de saint homme tout d'abord. Sans entrer trop en détail, ça me paraît qu'il y aura une immixtion de ce qu'il réfère comme premier langage et la langue dans les associations libres. Dans la page suivante, Lacan se soutient de la remarque d'Ernest Jones dans son article sur le symbolisme pour montrer avec Jones que, je cite Lacan, bien qu'il y ait des milliers de symboles au sens où l'entend l'analyse, tout se rapporte au corps propre, aux relations de parenté, au corps propre, aux relations de parenté, à la naissance, à la vie et à la mort. Alors, quelle est l'importance de la langue? Pourquoi s'inquiéter avec ça ou pourquoi travailler cela? La langue est le résultat d'un travail. La langue est le résultat d'un travail sur la langue, une construction de la langue, ainsi que l'inconscient est fait de la langue. Et pourtant, en mettant l'accent sur les sens, les lexicalisables, les grammaticalisables, les langages ne peut que souligner plutôt les primats du symbolique, même si l'imaginaire n'est pas mis à côté. Le concept de la langue, quant à lui, met l'accent sur les résonances opaques de la jouissance dans le corps, en redoublant l'attention sur les homophonies et les équivoques dans les énonciations et les formations de l'inconscient. Là, dans le texte qu'on parle, il y a 3 exemples assez clairs, je pense, pour vous, dans lesquels Lacan va nous montrer exactement comment ces exemples sont là. Son veut, souhaite, et veut du vouloir, un. L'autre, non, nien, et les non nommants, c'est la page 25. Et l'autre, deux avant ce E, qui désigne C dont on parle, et l'autre deux, les chiffres 2. C'est intéressant qu'il va dire exactement, ça n'est pas là, pas non plus par hasard, et pas là pur hasard. J'adore ces petits jeux-là. Hein? Par hasard et pur hasard, ce n'est pas un pur hasard, parce qu'il ni non plus arbitraire, comme dit Saussure. Et si on fait un effort de comprendre qu'est-ce qui est une relation possible, par exemple, entre les non-niants et les non-nommants, on peut les trouver. C'est pas assez séparé. Il y a des logiques, on peut facilement aller. Alors, je suis où? Alors, dans ces cas, avec la langue, en seul mot, l'inconscient réel est mis en avant. Bien sûr, la procédure néologique de Lacan retire la priorité au langage, puissant producteur de sens d'un temps. En effet, il est incapable de traiter le réel, de l'assimiler au symbolique. Un autre néologisme se présente ici, pas seulement un, il y en a d'autres, mais je prends note de cela. C'est parlance qu'on va trouver à la page 24, comme un, lesquels, qu'est-ce que c'est parlance? Je cherche dans les CNRPSL, cette base de données qui a tout presque,
C'est pas là, c'est pas enregistré. Si c'est pas enregistré, on peut facilement supposer un néologisme, hein. Mais parler, parler et instance. Et ma petite trouvaille, c'était avec Jacques Bory, qui ont beaucoup aimé dans la session clinique, avec cette expression qu'il va utiliser, cette syntagme qu'il va, et je le cite là, ces derniers temps de son enseignement nous permettent de voir la question du traumatisme, hein, sur laquelle il est en train de parler, à partir non pas de la dominance du symbolique sur l'imaginaire, mais à partir de l'orientation par les réels et par les nouages des instances. C'est cette expression qui m'intéresse là. Les nouages des instances. Le mot parlance existe hein, quand même. Tu as trouvé où? Je cherche sur Internet et puis dans le dictionnaire de Cambridge, c'est écrit que c'est un groupe de mots ou un style de langage utilisé par un groupe particulier de personnes. Par exemple, on dit la pilule pour dire les contraceptifs oraux dans le langage courant. Oui, mais je ne pense pas que Lacan fait ça là. Moi, je pense que le mot parlance existe Oui. déjà. Oui. C'est pas grave. Regarde, elle est quand même mise. Pourquoi? Elle est quand même en italique aussi. La troisième Hein? aussi. Oui. Et je pense que il a un commentaire qui me lève à faire à quelque endroit là sur la question de les défis de Lacan avec ce texte. Ce que Lacan veut faire, passer, c'est du réel dans sa présentation. Même, c'est pas s'y réduire au symbolique. Et c'est pour cela que je bien rentrer dans une parler dans une instance, hein, comme cette nuage des instances. Je trouve cette idée de orientation par les réels et par les nuages des instances, assez précieuse comme point. Mais oui, c'est pas la question, c'est néologisme ou pas, simplement. Hein, Alors, un néologisme frère, là on rentre dans un peut-être plus vrai, de la langue, ira apparaître plus tard. Frère de la langue, je dis comme ça. Il se trouve dans le séminaire 23, à la page 12, quand Lacan s'y réfère à Philippe Soler, pour dire que dans le cas de James Joyce, il faudrait écrire les langues, E et accent, et puis L-A-N-G-U-E-S. Hein? Lacan suppose que Solaire entend désigner par là quelque chose comme cette élation. Alors, une question que je me posais, que je n'ai pas entré là aujourd'hui, et qui m'a fait un certain effet, c'était ici dans la page 25, à la fin. Et c'est cette phrase. Ce qu'il faut y concevoir, c'est le dépôt, l'alluvion, la pétrification, qui se marque du maniement par un groupe de son expérience inconsciente. La question que je me posais, c'est alors, c'est très facile de penser la langue à partir d'un corps, à partir d'un sujet. Et son histoire, son expérience d'être parlé et d'essayer de faire quelque chose avec ce qui est les structures grammaticales et tout cela. Mais si on pense seulement à partir de ce sujet qui a la langue, est-ce que cela peut changer? Est-ce que la langue de ces moments-là historiques est la même qu'elle était avant? Certainement pas. Probablement pas. Mais cette dimension de changement, ça m'y posait une certaine question. Et c'est vrai que je pense que dans la littérature, peut-être là quelque chose que la question de la lettre, bien sûr. Parce qu'il a une phrase de Lacan que j'ai trouvée plus tard, que l'inconscient n'est pas ancrage, mais dépôt, alluvion de langage. C'est vrai qu'ici,
dans cette partie, c'est ce qu'il est en train de refaire, c'est clarifier, c'est cette idée d'inconscient comme un savoir qui s'articule de la langue. Oui, c'est ça. Cette question que je me pose, c'est une question que peut-être on pourrait travailler plus tard. Mais j'aimerais voir votre impression aussi de qu'est-ce qui se passe, comment penser la langue au dehors d'un corps qui parle ou d'un corps de quelqu'un, de ces corps qui reçoivent la langue, mais d'un univers social, d'un univers culturel. Oui, merci beaucoup. C'est tout. Oui. J'aime bien, moi, aussi cette idée de l'allusion, la pétrification qui s'en marche par un groupe, de son expérience à conserver par un groupe. Mais il parle parfois du bout de bois qui resterait sur un fleuve. Il y a l'idée, la langue, quelque chose qui coule. Et puis, il y a des bouts de bois dont il se sert, qui attrape quelque chose. Alors là, il parle du signe, et ça m'intéresse. Il en parle déjà avant. À la page 24, il dit l'ennui, c'est qu'ils ne s'aperçoivent pas pour autant que la mort se localise du même coup à ceux qui, dans la langue, là, il écrit en un mot, tel que je l'écris, en fait signe. Donc, il y a cette idée du signe, et donc l'idée dans la langue de la mort. L'idée que dans la langue, il y a quelque chose de vivant et de mort dont on peut attraper quelques bouts de bois. Et c'est vraiment, pour moi, ça a à voir avec l'inconscient. Et pas avec la langue. Mais sans la langue, en deux mots, il n'y a pas la langue en un mot. Et puis dans les langues, après aussi, il y a ce qu'on attrape, ce qu'on en tire. C'est vous, tu peux dire par la pétrification et ensuite ça. En tout cas, je trouve que ça, c'est formidable. Excuse-moi de t'avoir embêté avec la parlance, mais c'est vrai que je crois que c'est un mot qu'on utilisait chez nous. Ah ouais, ah ouais? Ouais. Pour dire que ce n'est pas du beau langage. Ça a à voir avec un peu le dialecte. Donc, il y a aussi l'idée. Oui. En Suisse, on a l'idée qu'on parle de chaque région. C'est un idiolecte. Voilà. Donc, Ouais, mais je crois que c'est le sens en anglais, non? Parce qu'il y a la jactance, la parlance. La... C'est lié à jactance. C'est lié à C'est jactance. lié à jactance, voilà. Jacter, c'est éructer des mots aussi. Et ben, c'est la même manière de reprendre parler avec cette idée de jactance, en fait. Non-contrôle, de non-maîtrise du discours. Et c'est ce que tu as dit. Et ce qui a à voir avec la langue, dans un mot. C'est le corps pris pour la jouissance qui jette des mots. C'est exactement ce qu'il cherche à faire. C'est aussi une critique du logos, de la philosophie, de la prétention de la scientificité, en fait. Au nom d'un rapport plus sensuel, joycien au langage. Ça va complètement ce que vous n'avez pas dit. Oui. Mais en tout cas, c'est une grande complexité et c'est bien de faire tout ce trajet. Je disais, mais qu'est-ce qu'on peut, puisqu'on arrive à 10 heures, à 22 heures, garder? Parce qu'en fait, ce qui est important, me semble-t-il, dans ce qui a été présenté et dans la façon dont Lacan introduit, c'est au fond de distinguer la langue, la langue, en un mot, la langue et la vie sont bien distincts. Et qu'au fond, ce qui est important, c'est ce côté, le fait que la langue mortifie la jouissance du corps. D'où le bout de bois, c'est-à-dire, puis moi, j'ai une question à ne pas poser comme ça, mais je me souviens que de Saussure, il avait développé l'idée d'aposème comme meurtre du sème et que c'est une notion que j'ai pas pris mon ordinateur. Et si j'étais avec mon ordinateur ici, je trouverais ces définitions qui ont peu été travaillées et de cet côté, au fond, de la langue qui mortifie la jouissance du corps. Enfin, ce paradoxe où le corps vivant jouit, et c'est Miller qui dit ça à la fin, et la langue est faite de cette jouissance, mais la langue, enfin la langue, en un seul mot, mortifie la jouissance du corps.
Donc, c'est l'enjeu d'une part non vivante, hein, et il le dit, Lacan, page 25, là, la langue n'est pas à dire vivante parce qu'elle est en usage, c'est bien plutôt la mort du signe qu'elle véhicule. Et ça, bon, c'est majeur, enfin, d'introduire cette notion. Je ne sais pas si quelqu'un ici a une notion de l'aposème, meurtre du sème, dans l'enseignement de Ferdinand de Saussure. Je me dis, quel est le rapport entre ce que Saussure dit de l'aposème et ce que Lacan dit de la langue? Enfin bon, il y a une part qui mortifie, qui est celle qui surgit certainement dans certaines occurrences de la clinique. Je pense aussi à l'influence de Charles Sandepis, hein, Bien sûr. ces moments-là, cette transformation du centre du signifiant au signe. Exactement, parce qu'il a une force, l'indice, le signe, dans le... Une notion d'indice. Oui. Sur la girouette. La girouette? Oui, qui est affectée par le sens du vent. Là. Ah. Et bon, il faudrait reprendre ces questions. Cette citation, la langue mortifie la jouissance du corps, ça vient d'où? C'est dans Lacan, dans ce qu'il vient de dire. Là, 25, tu peux le mettre ensemble. Oui. Là, la langue n'est pas à dire vivante parce qu'elle est en usage, c'est bien plutôt la mort du signe qu'elle véhicule. D'autres citations. Ça vient de Miller qui, à la fin du texte, à la page 37, fait une petite explicitation. Et c'est là où je trouve qu'il est très éclairant, disant que la langue et la vie sont bien distinctes. Page 57. Oui. Donc c'est assez Miller dans les commentaires sur la 3e. Là, j'ai repris, mais il pointe ce que dit Lacan dans la conférence. C'est bien plutôt la mort du signe. Donc, le signe, évidemment, SI pas signe. Mais il donne une direction. Oui. Il oriente. Oui. Bon, il fait un avant, il produit un avenir. Vous avez fait une homophonie pour C'était le chant du signe, tu sais. Oh. C'est ça qui je pense toujours à sonner de Mallarmé sur le signe qui est engelé dans la glace, vous connaissez? Oui. Et puis le signe qui d'abord est cet animal, mais et puis à la fin il ressurgit comme signe avec C majuscule, mais avec cette homophonie de la signe. Donc il ressurgit comme signe dans les deux sens, mais parce qu'il est mort. De toute façon, il n'y a plus rien. Donc, je pense que le signe, c'est déjà quelque chose de mort, d'où l'équipe aussi de cette expression mort du signe. Ouais. C'est la mort de quelque chose qui est déjà mort, qui est pas mort de la mort, ou bien une rééducation. Avant la mort du signe, c'est le chant du signe. Le chant C-H-A-N-T du signe. Ça, c'est le chant du signe. L'animal, le signe, quand il meurt, il chante à mourir. Donc, Jean, ce n'est pas la mort du signe, c'est le chant du signe. Tout commence avec le chant du signe. Pour la France, c'est la même chose. C'était Elbois, cette semaine passée, Philippe Elbois, oui, c'est ça, la phrase c'était comme ça, la cause équivalente. La discussion, quand vous avez un Miller, la cause, là, ça me fait, la cause, c'est le fait, il y a un trou.